Comme nous l'avons vu précédemment, en septembre 1870, Eugénie doit donc quitter la France pour l'Angleterre. Il commence alors pour l'impératrice des Français un périlleux voyage en bateau dans lequel elle rencontre une tempête en cours de route. Toutefois, cette dernière ne souhaite qu'une chose, que son fils bien-aimé Louis, ou Loulou comme nous l'avons vu, qui est alors adolescent et se trouvant alors en Belgique, au moment des événements, au moment où cette dernière quitte la France, la rejoigne le plus tôt possible. Les retrouvailles entre la mère et le fils ne se feront sans tarder, puisqu'ils se retrouvent le 9 septembre 1870, donc on va dire peu de temps après le départ de l'impératrice pour l'Angleterre. Le 19 septembre 1870, la reine Victoria, qui est alors amie d'Eugénie et qui l'a toujours soutenue, prend alors contact avec elle et lui témoigne tout son soutien et lui accorde le fait de rester vivre en Angleterre le temps qu'il faut. Sur place, Eugénie doit trouver un logement le plus rapidement possible et elle finit par en trouver un non loin de Londres. C'est le docteur Evans, son dentiste, nous l'avons vu, qui aide l'impératrice à trouver justement cette fameuse demeure de Camden Place où elle va vivre pendant quelques temps. Il s'agit d'une demeure se trouvant dans le Kent, qui est assez spacieuse et qui permet en fait d'accueillir un certain nombre de personnes. Napoléon III, comme nous l'avons vu, à sa libération l'année suivante, et rejoint son épouse et son fils le lendemain de sa libération, soit le 20 mars 1871. Toutefois, il faut bien comprendre, peu importe le contexte qui se passe en France, Eugénie reste impératrice jusqu'à la mort de son époux, même si cette dernière a été déchue de ses pouvoirs. Donc on voit que cette volonté d'Eugénie de rester, d'affirmer qu'elle est toujours impératrice des Français, montre très bien que cette dernière souhaite que ce titre, du moins cette fonction, reste dans sa famille et surtout, elle souhaite que ce titre ne lui soit pas enlevé car c'est aussi quelque part une forme de légitimité pour elle de se trouver en Angleterre et surtout une forme de légitimité tout simplement de sa famille au cas où la Troisième République ne marche pas et qu'il est possible, comme ça a été le cas par exemple pour Napoléon Ier, de revenir. On peut émettre cette hypothèse comme on peut en émettre beaucoup d'autres. Toutefois, il y a quand même un petit problème avec Napoléon III, c'est que ce dernier a une santé assez fragile, surtout les dernières années de sa vie. Durant l'été 1872, l'état de santé de l'ancien empereur des Français se dégrade assez vite. En effet, ce dernier souffre de calculs rénaux. Donc les calculs rénaux, ce sont comme des espèces de petits cailloux dans les reins. Et ce dernier voit plusieurs spécialistes des reins et on va pratiquer sur lui ce qu'on appelait autrefois une lithotritie, à savoir une opération qui est extrêmement douloureuse, qui consiste à broyer les calculs au sein même du corps. Alors, il utilisait à l'époque une espèce de grosse pince pour aller chercher directement les cailloux et les broyer. C'est assez impressionnant quand on voit l'instrument en lui-même. Cette opération a été réalisée plusieurs fois, mais malheureusement, il se trouve que cette opération n'a pas été un très grand succès, puisque le 9 janvier 1873, Napoléon III meurt de cette maladie, car les calculs rénaux à l'époque n'étaient pas soignés comme ils le sont aujourd'hui, laissant alors son épouse, sa veuve Eugénie et son fils dans un chagrin très important, et surtout Eugénie voit disparaître un autre membre de sa famille, en premier lieu son père, rappelez-vous. Paca meurt dans les années 1870 aussi, elle meurt assez rapidement, et il lui restait que son mari et son fils. Sa mère également meurt entre-temps également. Donc Eugénie va se retrouver veuve, mais elle va avoir son fils sur lequel elle va se replier, sur lequel elle va être encore plus protectrice qu'avant. À la mort de son époux, il faut savoir qu'en France, le parti bonapartiste est toujours présent, et Eugénie confie alors la direction de ce fameux parti à Rouquet. Donc il y avait toujours un parti bonapartiste à l'époque, même s'il n'était pas, on va dire, très présent, mais il existait quand même un parti politique qui souhaitait certainement le retour de la famille Bonaparte, et malheureusement, Eugénie, quand elle va se retrouver veuve, va déléguer cette fonction parce que tout simplement, elle n'a pas certainement la force de s'en occuper à ce moment-là. Avec la mort de son époux, comme je viens de vous dire, elle se recentre énormément sur son fils, et en 1874, Louis est majeur, et il est conscient des prétentions au trône qu'il a, il est conscient de son rôle, il est conscient d'un certain nombre de choses, et notamment qu'il a une certaine obligation de restaurer la famille Bonaparte sur le trône de France, ou du moins d'essayer de restaurer le nom des Bonaparte, une certaine forme de légitimité. On peut supposer que le jeune homme, déjà à cette époque, avait déjà cette conscience de ses fonctions et du conscience certainement du pouvoir qui est sur ses épaules.
Gaulle. En 1875, la mère et le fils, donc Eugénie et Louis, font un voyage en Autriche, puis ils voyagent à Rome. Donc Eugénie reprend un peu ce qu'elle a toujours été plus ou moins, c'est-à-dire une impératrice qui avait un peu la bougeotte, un peu au même titre que sa mère, et au même titre que bien d'autres figures de son époque, et même après, c'est-à-dire qu'elle voyage beaucoup. C'est une femme qui a toujours aimé voyager, nous l'avons vu pour les déplacements officiels, et pour certainement exorciser sa douleur, elle a décidé tout simplement de voyager avec son fils. Toutefois, ce dernier, même s'il a ses voyages, n'a pas très envie de cette vie très étriquée, cette vie, on va dire, un peu superficielle, et il souhaite surtout, avant tout, honorer la mémoire de son père, ce père qui est pour lui un modèle, qui représente encore le nom Bonaparte, et pour cela, il va décider d'entamer une carrière militaire. Au même titre que son père, au même titre que Napoléon Ier, il va faire un peu ce que toute la lignée des Napoléons ont fait avant lui. Il décide donc de commencer une carrière militaire au sein de l'armée anglaise et non pas de l'armée française, et c'est d'abord comme simple cadet de corps de cavalerie qui va commencer, et pour cela, il va partir en Afrique du Sud. Sa mère tente de d'en dissuader, lui il en a que faire, et il part en Afrique du Sud avec d'autres cadets de son époque. Malheureusement, il va y avoir un événement qui va encore plus affliger l'impératrice, à savoir que le 1er juin 1879, lors d'une simple mission de reconnaissance, ce dernier va surprendre des guerriers zoulous sur son chemin, et plutôt que de fuir et d'aller chercher du secours, ce dernier va décider de les affronter seul, et lors d'une chute de cheval, malheureusement, il est grièvement blessé, et ce dernier finira par mourir à 23 ans, non seulement d'une chute de cheval, mais également de 17 coups de saguet donnés justement par ces fameux guerriers zoulous. La nouvelle de la mort de son fils va être un énorme coup de massue pour l'impératrice, on peut se l'imaginer, qui va rentrer dans une très grave dépression et qui va porter le noir jusqu'à la fin de sa vie. Il faut bien comprendre que Eugénie a perdu son mari en 73, elle perd son fils en 79, c'est quelque chose en fait qui va lui faire perdre pied pendant un petit moment, et c'est ce qui fait qu'elle va se retrouver encore une fois dans une très grande solitude, surtout par rapport à son fils qui était le centre un peu de son univers, qui était un peu le centre de toute son attention. Eugène Louis a toujours été, et ça les écrits le montrent, a toujours été un peu la concentration de son amour. Elle va s'épanouir dans son rôle de mère, elle va le protéger, peut-être pour certains très excessivement, et la perte de ce fils chéri va faire que elle va s'en remettre très durement. Un an après la mort de Louis, elle commence à remonter plus ou moins la pente, mais surtout en voyageant. Donc on voit que le voyage a toujours été, encore une fois, quelque chose d'important pour elle. Sous le pseudonyme de la comtesse de Pierrefonds, parce que bien sûr elle ne peut pas voyager sous le nom de la veuve Bonaparte, on peut s'imaginer, elle se déplace incognito un peu partout. D'abord en Afrique du Sud, où elle récupère la tenue de combat de son fils, qui est aujourd'hui exposée d'ailleurs. Elle va se déplacer également en Angleterre, dans le sud de la France. Elle va se déplacer un petit peu partout, et en Espagne également. En Afrique du Sud, comme je vous l'ai dit, elle se rend sur les lieux où son fils est décédé, et une croix a été déposée sur l'ordre de la reine Victoria, justement, à l'emplacement de la mort d'Eugène Louis. Donc on voit que la reine Victoria a pris énormément Eugénie en sympathie, c'est devenu son ami, son principal soutien, encore une fois, et le soir du 1er juin 1880, Eugénie va se recueillir sur la tombe, justement, de son fils, et le 27 juillet 1880, Eugénie va revenir pour un bref instant à Camden Place, sauf qu'elle ne peut plus supporter cette maison, car elle renferme beaucoup trop de souvenirs pour elle, beaucoup trop de souvenirs de son époux et de son fils décédé, et en septembre 1880, elle décide donc tout simplement de déménager, et elle va s'installer dans la propriété de Farnborough, qui va être la dernière demeure qu'on lui connaît, qui se trouve dans le Hampshire, non loin de Londres et non loin de Windsor, donc toujours pas trop loin de Londres pour être près certainement de Victoria. Et à cet endroit-là, qui est un endroit extrêmement vaste, on va faire construire une église, l'abbaye de Saint-Michel, dans laquelle une crypte va être aménagée, qui va abriter justement les dépouilles de son époux et de son fils. En octobre 1881, Eugénie repart sur les routes, et cette fois-ci elle va aller à Milan, elle va aller en Suisse, puis elle va aller en France. Alors là, en France, ça va être un cas assez particulier, puisqu'elle doit demander l'autorisation de circuler, parce que c'est une ancienne impératrice, bien entendu, c'est l'ancienne épouse de l'empereur Napoléon III, et donc on peut bien s'imaginer les débordements que ça pourrait occasionner, ou du moins la venue d'Eugénie pourrait être vue soit comme un souhait de rétablir le bonapartiste, soit pour les sympathisants de Bonaparte, une lueur d'espoir de réinstaurer un Bonaparte justement à la tête de la France. On peut s'imaginer toutes ces
possibilité-là, et elle obtient une autorisation du gouvernement de circuler en France. On peut s'imaginer qu'elle est aussi extrêmement surveillée. Et en France, elle va aller dans les anciennes demeures qu'elle avait avec son époux, à savoir Fontainebleau, Compiègne et Saint-Cloud, avant de rentrer encore une fois en Angleterre. L'année suivante, elle revient en France, mais cette fois-ci, elle vient à Paris. En 1888, à Farnborough est enfin achevé, donc les travaux ont quand même duré un petit moment, et en janvier de la même année, Eugénie peut donc y déposer les dépouilles de son époux et de son fils. Donc, au moment où elle acquiert cette fameuse thé, il n'y avait pas encore l'église. L'église va être construite bien plus tard, et surtout la crypte va être construite bien plus tard, mais le but final était que cela accueille les dépouilles à la fois de son fils et de son époux. La dépouille de son époux, pendant longtemps, a été une source de bisbise, si on peut dire ça ainsi, entre l'Angleterre et la France, puisque des descendants très éloignés de Napoléon vont demander à ce que Napoléon III soit ramené en France, et d'autres vont dire que Napoléon III doit rester en Angleterre puisqu'il est décédé là-bas. Donc jusqu'à une période très récente, il y avait justement cette volonté de rapatrier le corps de l'ancien empereur en France. Mais après, est-ce que ça a été fait ou pas? Affaire à suivre. Je vous encourage, si cela vous intéresse, à vous renseigner là-dessus. Mais je sais que pendant très longtemps, il y avait eu justement une volonté des descendants très éloignés de Napoléon, qu'il a certainement eu avec ses maîtresses ou peu importe, de vouloir rapatrier justement le corps de l'ancien empereur en France, et les Anglais ne voulaient. Il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites à ce moment-là. Dans le sud de la France, quand Eugénie justement y circule, elle a un coup de foudre, plutôt un coup de cœur pour le Cap Martin, donc elle va rester dans cette région pendant un moment, et à partir de 1895, elle fait construire la villa qu'on appelait la villa de Cyrnos, et à partir de là, elle va faire la navette entre la France et l'Angleterre. Donc on voit qu'elle souhaite malgré tout revenir en France de temps en temps. La France a été le pays sur lequel elle a régné avec son époux, et surtout c'est un pays qui est en perpétuel mouvement à ce moment-là. Il y a tout un tas de choses qui vont se produire, et surtout c'est un pays qui évolue dans la Troisième République, qui justement a été proclamée juste après la fin du Second Empire. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, donc Eugénie était présente au moment de la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas rien. Elle ouvre sa maison de Farnborough aux malades et aux blessés graves, donc aux blessés de la guerre. Donc Eugénie accueillit encore une fois par instinct de générosité et par charité justement les blessés de guerre qui étaient très souvent lourdement blessés, et Farnborough en Angleterre devient alors également un hôpital militaire pour que les blessés y soient soignés. Donc on voit que Eugénie, au moment de la guerre et au moment de l'horreur de cette guerre, car je rappelle que la Première Guerre mondiale a été une guerre qu'on qualifie quasiment de boucherie, elle n'hésite pas à ouvrir les portes de sa maison pour que les personnes puissent être soignées, pour qu'ils reçoivent des soins, pour que les choses soient faites. Donc on voit que l'ancienne impératrice, malgré qu'elle n'ait plus aucun titre, malgré qu'elle n'ait plus aucun pouvoir, garde cet esprit de générosité, garde cette âme généreuse. Beaucoup d'historiens lui reconnaissent, et surtout elle s'aperçoit également de l'ampleur de ce que peut être une guerre, que jusqu'à présent elle a pu voir de loin par rapport aux guerres d'Italie ou ailleurs, mais là elle voit carrément les guerres et ses dégâts justement quasiment sous son nez. À la fin de la guerre, Eugénie entrevoit une opportunité un peu de rétablir l'honneur de Napoléon III, puisque Napoléon III a été quand même plus ou moins mal aimé après 1870, et en effet justement le 23 octobre 1870, elle avait écrit à Guillaume Ier de Prusse, une lettre qui justement faisait qu'elle demandait à Guillaume Ier de ne pas prendre l'Alsace et la Lorraine. C'était des points stratégiques pour la Prusse. Toutefois, Guillaume Ier, dans sa réponse, explique très clairement à l'impératrice que l'annexion de ces deux régions était simplement une question de stratégie militaire et de rien d'autre, qu'il n'y avait pas de volonté de s'approprier d'autres régions ou pas. Donc on voit quand même que l'impératrice, même si elle avait très peu de pouvoir à cette époque-là, avait quand même fait en sorte de sauver ces deux régions qui ont été annexées, qui ont été la clause la plus connue justement de l'armistice. Et ce sont des informations certainement que l'on connaît peu, mais elle a plaidé justement sur le fait que l'Alsace et la Lorraine ne devaient pas être annexées. Guillaume Ier a fait ce qu'il a voulu, il a annexé ces deux régions pour des questions purement militaires et rien de plus. Donc on voit que Eugénie avait quand même son devoir d'impératrice très en tête, même encore à cette époque-là, son ancien devoir de souveraine encore une fois. Cette lettre, elle l'a remise à Clémenceau, qui a justement attesté que l'ancienne souveraine avait œuvré pour ceci, et donc l'Alsace et la Lorraine ont été récupérées bien entendu à ce moment-là, mais on voit très bien que Clémenceau, dans cet acte, on peut se dire que peut-être il a vu
une volonté de la part de cette dernière de restaurer l'image de son mari, que les colibés qui avaient été faits n'étaient pas justifiés. On peut imaginer tout un tas de choses, mais on voit que c'était une femme déjà qui avait lourdement conscience de la gravité de la chose à ce moment-là. Le 5 mai 1920, Eugénie rend visite à sa famille en Espagne, à Madrid. Elle rend visite à son neveu, le duc d'Albe, donc le fils de Pacca, au palais de Liria. Le 20 juillet 1920, entourée des siens, entourée de ce qui lui reste de sa famille, cette dernière toutefois se sent mal, elle ne se sent pas bien et malheureusement, elle meurt le lendemain, entourée plus ou moins de sa famille, du moins de la famille qui lui reste. Donc Eugénie meurt auprès des siens. Elle est née en Espagne, elle mourra en Espagne. Elle va mourir en fait autour de ce qui lui tenait le plus à cœur, à savoir sa famille. Eugénie a toujours été très famille, ça on peut pas le lui enlever. On voit que c'était une femme pour qui la famille était plus important qu'autre chose. On voit que le lien qu'elle avait avec son père, on voit le lien qu'elle avait avec sa sœur, on le voit des liens qu'elle avait avec son fils. C'est une femme dont la famille a toujours été, et ça on peut le lire, on peut le sentir quand les historiens l'expliquent, que c'est une femme où l'esprit a toujours été tourné vers sa famille et rien d'autre, en tout premier lieu. Le corps d'Eugénie est alors rapatrié en Angleterre et il est enterré auprès de son époux et de son fils. Toutefois, 2 ans plus tard, et on voit que Clémenceau peut-être n'a pas été très fair-play à ce niveau-là, il va refuser les obsèques solennelles à l'ancienne impératrice auxquelles elle avait droit. Donc il a fallu attendre quasi 2 ans pour que cela soit demandé et cela lui a été refusé. Est-ce que c'était une volonté peut-être de rayer d'une certaine manière la période de l'ancien empire des mémoires? Est-ce que c'était pour ne pas réveiller peut-être un sentiment bonapartiste qui était encore présent, on peut se l'imaginer, ou du moins des affinités avec le nom Bonaparte? Est-ce que c'était peut-être pour marquer une coupure également entre la période du Second Empire et celle de la Troisième République? On pourrait se toutefois la réflexion. Ce qu'on peut dire de cette fin de vie d'Eugénie, c'est que sa fin de vie a été marquée par un exil très long et surtout par un exil qui est toutefois marqué d'une certaine forme d'errance. Eugénie, pour exorciser sa douleur, sa peine, va voyager énormément, elle va se déplacer énormément, qui fait que Eugénie, à la fin de sa vie, n'a pas tenu en place, et elle ne tenait pas en place déjà à ce moment-là. Donc on voit que le caractère très extravagant, très libre, très presque, on va dire, hors norme, justement, est présent de sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie. Mais le caractère généreux de l'impératrice et ce caractère justement de longévité, on a tendance à le lui oublier, et c'est très dommage parce que c'est une femme qui a beaucoup œuvré pour la France, qui a fait de son mieux avec ce qu'elle avait, qui a été vue un peu comme une espèce de mouton noir, à l'image peut-être de Marie-Antoinette du 19e siècle, et c'est très triste parce qu'on se rend compte que c'est une femme qui avait une très très grande générosité de cœur, qui a tout fait pour se faire aimer, qui a tout fait pour rester dans ses valeurs et dans ses codes. Donc on peut dire qu'Eugénie, dernière impératrice des Français, a eu une vie très longue et très riche, et surtout une vie qui lui ressemble, une vie pleine de péripéties, pleine également de douleurs. Mais moi, ce que je vous invite à travers de cette dernière partie justement, c'est de vous intéresser justement à cette impératrice qui est très intéressante et surtout presque oubliée des livres d'histoire et voire peu mise en avant. En conclusion, ce que nous pouvons dire d'Eugénie, c'est que cette impératrice des Français est un personnage qui a eu une vie très riche. D'une enfance espagnole, après qui a été trimballée en France et un peu partout parce que sa mère avait un peu la bougeotte, cette dernière, quand elle devient impératrice aux côtés de Napoléon III, va énormément œuvrer tant dans le social que dans le domaine, on va dire, de l'évolution, notamment d'une certaine forme de féminisme, notamment en contribuant à l'éducation des jeunes filles. Et c'est très souvent le point que l'on oublie à son encontre. C'est également une femme qui a voulu, au moment de la naissance de son fils, qui a eu presque une révélation, si on peut dire ça, et qui a voulu s'investir davantage dans ce rôle d'impératrice, décidant de ne plus être ce qu'on peut qualifier de potiche, mais qui a décidé justement de passer à l'action et de s'investir davantage. C'est également une impératrice, comme nous l'avons vu, qui a énormément voyagé, qui était présente, qui a été 3 fois régente, et ça on l'oublie très souvent. Quand son époux était à la guerre, c'est elle qui a tenu les rênes du pouvoir, qui a fait de son mieux, comme beaucoup de régentes bien avant elle, et qui s'en est relativement bien sortie. C'est également une impératrice, mais qui est devenue une femme tout à fait normale bien après, qui était présente au moment de la Première Guerre mondiale, aux côtés justement des Anglais, et qui a fini sa vie dans son Espagne natale à un âge de 94 ans, ce qui est vraiment un âge honorable justement pour l'époque. C'est également une femme dont on peut voir encore l'héritage qu'elle nous a laissé, tant à Biarritz
spirits, mais également dans le domaine de la parfumerie. J'ai évoqué tout à l'heure le cas de l'eau de Cologne impériale. Peu de gens savent que c'est grâce à Eugénie que cette eau de Cologne a été créée, et cette eau de Cologne a été créée notamment pour soulager les maux de tête de l'impératrice, car cette dernière, de son vivant, était extrêmement sujette aux migraines. Mais l'eau de Cologne impériale a été créée pour elle à la base. Pierre-François Pascal Guerlain était un pharmacien et non pas un parfumeur comme on peut l'entendre aujourd'hui. Donc c'est une femme qui a contribué à nous laisser un héritage encore visible aujourd'hui. C'est une personnalité qui malheureusement n'est pas toujours mise en avant, contrairement à son époux Napoléon III que l'on connaît, mais elle est un peu mise un peu sur le côté. Et c'est extrêmement dommage car on voit quel héritage elle nous a laissé et surtout quel genre de femme c'était, une femme extrêmement moderne, libre, qui a décidé justement de ne plus être dans cette espèce de carcan un peu des cours comme on peut se le figurer, qui a décidé d'être un peu sur la même lancée, si on regarde bien, un peu comme Victoria qui est un esprit libre également. On peut dire qu'Eugénie a été un peu une espèce de Victoria à la française, dans une moindre mesure bien entendu, mais on peut dire que d'une certaine manière, c'est un peu l'époque de ces reines qui voulaient que ces reines-là ne soient plus des reines d'apparat, mais des reines qui agissent, des reines qui ne sont pas là que pour être des gravures de mode, mais qui sont là aussi pour faire en sorte que le peuple aille mieux et contribuer justement à une espèce d'évolution de la société. Je ne dis pas qu'elle a entièrement fait une évolution de la société, mais elle a voulu apposer sa patte, et c'est justement ce qu'on oublie très souvent en parlant d'Eugénie, c'est que justement elle a fait énormément pour le peuple, du moins elle a fait à sa mesure pour le peuple, et c'est justement ce qui est très souvent oublié d'elle. J'espère que ce petit épisode sur Eugénie vous aura plu, vous aura intéressé. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément les anecdotes que je viens de vous citer, notamment par rapport à Guerlain, mais c'est vrai que c'est une impératrice qui nous a laissé énormément de choses dans les stations thermales ou ailleurs, mais il faut pas oublier que c'était une impératrice qui n'était pas à la base française, c'est vrai, elle était espagnole, mais qui a voulu d'entrée de jeu se faire aimer des Français, parce que justement c'était le pays de son époux qu'elle a aimé, même s'il ne l'a pas toujours très bien rendu, mais c'est une femme qui a voulu apporter un élan de modernité et apporter un élan de renouveau par rapport justement au règne de Louis-Philippe précédemment. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là prenez bien soin de vous.